Ces hommes sont à la tête du Hamas, l'organisation que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis d'éliminer depuis l'attentat épouvantable du 7 octobre dernier en Israël. Depuis ce jour, le terrible bilan continue de s'alourdir. Du côté israélien, on compte toujours plus de 1400 morts. Dans le camp palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas, 3785 victimes. C'est un bilan qui provoque la colère dans le monde musulman. Aussi, les otages seraient maintenant 203. On a appris aussi aujourd'hui la mort de 2 otages, une grand-mère et sa fille, confirmée par le ministère de la Défense israélien. Il y avait toute une stratégie du Hamas entourant les otages. Alors, que comprendre de la stratégie globale? Qu'en est-il du rôle d'autres acteurs régionaux aussi, comme le Hezbollah? J'en ai parlé tout à l'heure avec Wassim Nasser. Il est journaliste à France 24. C'est un spécialiste des mouvances djihadistes. On l'écoute. Wassim Nasser, bonsoir et bienvenue à 24/60. Bonsoir. On sait bien qu'une offensive est imminente. Certains estiment même que le Tsahal aurait eu le feu vert au moment où on se parle. On n'a pas encore la confirmation, mais c'est 10 jours qu'on dit que cette offensive est imminente. Selon vous, le Hamas devait bien s'attendre à une riposte importante de la part d'Israël et ça faisait partie des objectifs aussi? Évidemment, ça paraît évident, vu l'ampleur de l'offensive qu'ils ont commis le 7 octobre. Donc cette coordination inédite, cette planification inédite pour faire une incursion en territoire israélien. On parle du territoire de 48, des kibboutz de 48, c'est les fondements de l'État d'Israël en fait, qu'ils ont attaqué. Ils ont pris la division Gaza, une des plus grosses casernes, le passage d'Eretz, un des passages les plus sécurisés au monde. Donc évidemment, ils s'attendent à une riposte, surtout vu le nombre d'exactions qui ont été commises vis-à-vis des civils et le nombre d'otages qu'ils ont embarqués avec eux à Gaza. Donc évidemment, ils s'attendaient à une riposte de l'armée israélienne et évidemment qu'ils sont préparés à cette éventualité, sachant qu'ils sont aussi assez habitués à faire face à l'armée israélienne dans les dédales de Gaza. Donc c'est quelque chose qu'ils savent faire, c'est quelque chose auquel évidemment ils s'attendent, vu le niveau de préparation qu'il y a eu en amont du 7 et l'attaque qu'il y a eu le 7. Est-ce que ce serait à force égale ou si le Hamas a montré une telle sophistication dans son attaque du 7 octobre qu'on peut s'attendre à une grande sophistication aussi dans les moyens de défense face à Israël? Après, il faut voir de quoi on parle. Il n'y a pas de sophistication au niveau de l'armement. Le seul fait nouveau qu'on a vu, c'était le niveau de coordination et de planification au niveau du Hamas. On a eu vraiment une organisation telle qu'une armée réelle, ça veut dire en coordination interarmes. L'attaque s'est passée au sol, incursion par mer et même des incursions par glider, par ULM. Donc ça, c'était inédit, avec des tirs de roquettes en même temps, etc. Donc c'est ça qui a fait que, sans rentrer trop dans le détail, c'est ça qui a fait que l'opération a réussi militairement parlant. Après, est-ce que la défense sera de la même sophistication? Ça, on ne le sait pas, même s'ils sont préparés, parce qu'il faut savoir que ça fait des jours et des jours que Israël tape Gaza et les infrastructures de Gaza. Donc évidemment que leur système de défense, leur système de tunnels, leur communication entre eux est forcément perturbée, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'arriveraient pas à défendre des positions, parce que comme pendant l'attaque, on l'a vu, ce sont des petites unités autonomes qui ont des objectifs précis et qui font des attaques en même temps. Donc pour la défense, ce sera la même chose, des équipes autonomes qui défendent des points précis pour entraver l'avancée de l'armée israélienne. Parlons donc des leaders capables de déterminer ce qui s'en vient. Il y a le chef politique qui est à Doha, au Qatar, mais sur place, à Gaza, ce sont ces leaders qu'Israël veut attraper, au fond. Qu'est-ce que vous entrevoyez? Ils sont quoi? Il y a Senoir, il y a Dieff. Parlez-nous d'eux. Attraper ou éliminer, ça il faut le dire, parce que voilà, parce que Ismaël Haniyeh, auquel vous faites référence à Doha, bon, c'est le chef politique, mais il a été une fois dans sa vie à Gaza. C'est pas lui qui donne le là. Il a même découvert le début de l'opération, comme tout le monde, le matin du 7. Ceux qui tiennent les rênes de Gaza, c'est Sinwar, donc le chef actuel à Gaza. Sinwar est un ancien détenu des prisons israéliennes. Il y a passé 22 ans. Il a été échangé, lui et 1000 détenus palestiniens,
contre, rappelez-vous, un soldat franco-israélien, Gilad Shalit, il y a quelques années, donc 1000 et quelques contre une personne. Donc ça vous donne un peu le calibre de ces Noirs. Et évidemment, le chef militaire Dreyf, donc le chef militaire des brigades Al-Qassam, qui lui est un personnage très secret, un personnage recherché par les Israéliens depuis des années, et c'est lui qui serait aux manettes de la manœuvre militairement parlant. Mais ceci dit, cette manœuvre militaire a été le fruit d'une décision politique, donc de ces Noirs, parce qu'il y a des conséquences à assumer, telles qu'on le voit aujourd'hui. Donc certes, c'est une décision militaire, certes, c'est une opération militaire, mais il y a derrière un coût politique qui est assumé par le Hamas. C'est-à-dire, il y a qui disent que c'est juste une affaire de l'aile militaire, l'aile politique n'est pas concernée. Si, parce que le fait de passer à l'action est une décision politique avant tout, vu les conséquences qu'on pouvait envisager et ce qui se passe actuellement. Et pourquoi le Hamas est si puissant à Gaza? Il y a l'ancien consul général d'Israël à Montréal qui laisse entendre qu'Israël a été très complaisant à l'endroit du Hamas ces dernières années, pensant peut-être avoir une certaine stabilité. Donc, du côté d'Israël, il y aura une part de responsabilité en raison de cette tolérance ou complaisance. Après, il y a une part de responsabilité historique, si vous voulez qu'on revienne, on parle un peu historiquement parlant, parce que donc la montée en puissance du Hamas à la fin des années 80 a été favorisée justement pour qu'il fasse contrepoids contre le NP, donc de Arafat. Mais de toute façon, ça c'était les débuts de l'organisation. Mais aujourd'hui, comme vous le dites très bien par ailleurs, la stabilité était le but, l'objectif d'Israël. Parce que le Hamas était dominant à Gaza et le Hamas, de par son administration du territoire gazaoui, de par sa répression au sein même du territoire gazaoui contre les Palestiniens, en même temps, il mettait sous cloche les éléments les plus radicaux. Donc quand on parle État islamique, ou Al-Qaïda, sans entrer dans la myriade de groupes djihadistes qui peuvent être actifs ou avoir des sympathisants à Gaza. Donc d'un commun accord, même le Hamas a été aidé par Israël à un certain moment, comme il a été aidé par l'Égypte, pour combattre ces groupes djihadistes. Et les Israéliens ont pensé que permettre à l'administration du Hamas de rester à flot, donc en permettant l'argent du Qatar, l'entrée de l'argent du Qatar dans le territoire gazaoui à la demande de la communauté internationale, à la demande du gouvernement israélien, ils allaient maintenir ce statu quo et que le Hamas n'allait pas avoir des ambitions plus que l'ambition de régner et de profiter de la situation à Gaza. Mais c'était sous-estimé, ce qu'on disait tout à l'heure, la volonté politique du Hamas et ses objectifs réels, qui n'ont pas varié et qui sont le combat contre Israël. Donc ça a été sous-estimé d'une certaine manière et le Hamas a donné la preuve aujourd'hui qu'il avait la volonté politique, la capacité militaire de commettre ce qu'il a commis, quelque chose d'inédit qui n'a jamais été vu en Israël depuis la création de l'État d'Israël. On parle des zones qui n'ont jamais été concernées, en tout cas par une offensive palestinienne depuis 1948. Et on attribue, du moins du côté israélien et américain, au djihad palestinien, donc un autre groupe, cette attaque contre l'hôpital d'Al-Ali, avec des conséquences, ça devient un point de bascule. La terreur risque de monter d'un cran ici, là. Il attribue au djihad islamique, donc c'est un groupe qui est plus petit que le Hamas, très proche de l'Iran. Les Israéliens disent que c'est un missile qui a raté sa cible et qui est tombé sur l'hôpital. Les Palestiniens disent que c'est un tir délibéré de la part des Israéliens. Voilà, tout le monde se rejette la responsabilité, mais in fine, pour l'heure, en tout cas, il n'y a pas d'enquête indépendante pour voir le cratère, pour voir les débris d'une roquette ou d'un missile. Et il faut rester prudent par rapport à ça, parce que les deux côtés, en tout cas, se mènent une guerre de communication assez poussée. Moi, je n'ai jamais vu, depuis le temps que je suis les guerres en Syrie, en Irak, depuis plus de 10 ans, j'ai jamais vu un effort de propagande des deux parts aussi prononcé, avec tellement de vidéos, d'anciennes vidéos sorties de leur contexte, etc. On a même vu des vidéos de Syrie retournées comme si elle était à Gaza, des vidéos d'exactions en Syrie attribuées à Hamas alors que c'était l'armée syrienne. Donc il faut vraiment être prudent et garder en tête en tout cas qu'il y a une guerre de communication qui est bien réelle et qui a, comme vous l'avez dit, des effets dans le monde réel. On a vu les gens descendre dans la rue partout dans plusieurs capitales arabes. On voit les remous au niveau diplomatique sur un événement autour duquel personne pour l'heure n'a enquêté quand même. Et les otages dans tout ça?
Bah, le Hamas, finalement, ils vont les sortir, je pense, au compte-gouttes. Ils vont essayer de contenter la communauté internationale en même temps. Les binationaux, ils vont les considérer comme israéliens surtout. Et il faut voir qui est l'intermédiaire. Donc moi, je pense que c'est le Qatar qui est l'intermédiaire. Ils se sont déjà prononcés avec l'accord du département d'État américain, et c'est très bien. Parce que le Qatar fait toujours ce jeu d'ambulance, on va dire, à la demande de la communauté internationale pour parler avec le Hamas, les talibans, etc. Tous ceux avec qui on ne veut pas, en fait, finalement parler, et c'est par cette voie que ça pourrait aboutir quelque part. Mais bon, je pense que c'est trop tôt, en tout cas. Eh bien, Wassim Nasser, merci beaucoup. On se reparle. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.